Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Truth TV. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Haruna Togoyini. Haruna Togoyini actuellement est promoteur de plusieurs établissements d'enseignement qui commencent de la petite enfance jusqu'au cycle supérieur. Il est aussi vice-président du patronat burkinabé en charge du dialogue social. Mais avant, l'homme a été un leader syndical et un homme politique. Il a aussi connu la prison du fait du militantisme syndical et ou politique. Nous en parlerons au cours de cette émission. Il faut également dire qu'actuellement, il est l'auteur du livre qui a pour titre « Enquête de progrès social, combat d'un militant » paru donc aux éditions CEPRODIF. Donc nous parlerons également de son parcours, de ce qui est dit dans le livre, parce que c'est en même temps un témoignage de cet homme aussi qui a milité dans ces années 70-80 et même au-delà. Et donc, c'est aussi un enseignant parce qu'il a commencé d'ailleurs par l'enseignement et un corps qu'il a rejoint compte tenu d'une affectation sanction, si on peut s'exprimer ainsi, parce que son cursus scolaire ou universitaire a été effectivement stoppé du fait des grèves et donc muté dans le corps de l'enseignement. Et nous parlerons de tout cela au cours de cette émission et nous vous disons bienvenue, M. Togoyini. Merci, M. Bougouma. Merci de me recevoir à votre émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Vous êtes à l'émission Monde Politique et nous allons vous permettre de vous adresser à ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision avant que nous puissions vous poser la première question. Donc, c'est, comme je l'ai dit, je vous remercie. Je remercie votre studio, la radio, la télé de me permettre de m'adresser aux téléspectateurs pour expliquer un peu une partie de la vie militante, une vie de combat, une vie de lutte aussi, une vie politique. Je pense que tout ceci, dans l'objectif de contribuer à la formation de nos jeunes, à la formation de tous ceux qui ont envie de faire de notre Burkina Faso un pays meilleur où il fait bon vivre. Je pense que la contribution de nous, aujourd'hui on peut qualifier d'anciens, peut, à mon avis, si nous nous exprimons très bien, si nous arrivons à être des bons pédagogues, peut effectivement servir. Le livre que j'ai écrit, Enquête de progrès social, rentre dans ce cadre-là. C'est un témoignage. Je pense que, en tout cas, j'ai essayé de dire, d'expliquer ce que j'ai fait et peut-être de tirer des leçons. Et j'espère que les uns et les autres qui vont le lire en tireront profit. En fait, cela, effectivement, rentrera droit dans mes attentes vis-à-vis de ce livre. Merci encore, M. Bougouma, de me permettre d'expliquer davantage et peut-être inciter les uns et les autres à s'acquérir de ce livre-là et de le lire. Merci bien. Merci M. Togoyini et nous disons également merci à tous ceux qui nous suivent et à celles qui nous suivent. Donc là je me joins à toute l'équipe de réalisation de la radio et de la télévision pour vous dire encore une fois merci. Alors nous allons commencer cette émission à travers notre première question adressée à M. Togoyini. Nous allons parler de votre parcours militant. Vous avez un parcours militant. Quand on parle de parcours militant, c'est dans le syndicalisme, c'est dans la politique. Nous allons commencer d'abord au niveau syndical. Quelle a été l'histoire de la rencontre entre vous et l'univers syndical, et c'était déjà à l'université? D'accord. Une fois, merci. Alors, vous savez, comme le Burkina Faso, anciennement la Revolta, est caractérisé par l'extrême engagement des jeunes, des étudiants dans la vie militante. Et si vous regardez attentivement l'histoire de ce pays, vous verrez que de tout temps, le mouvement étudiant a été un mouvement bouillonnant où les jeunes ne se sont pas contentés uniquement d'apprendre le savoir. Ils ont aussi appris à être des acteurs pour pouvoir influer de manière assez forte sur la vie politique, économique et sociale de notre pays. Donc moi, je suis arrivé sur le campus en 1975. Vous savez, on venait de créer l'université de Ouaga en 1974. C'est une transformation du centre d'enseignement supérieur qui avait vu le jour il y avait déjà quelques années. Donc c'était une petite université. Et c'est en 1975 aussi
qu'on a vu la création d'un certain nombre d'écoles, telles que l'École supérieure des sciences économiques, l'Institut de mathématiques et de physique. Donc c'est dans cet institut que moi j'ai été orienté pour faire des études de mathématiques et de physique afin, n'est-ce pas, de devenir par la suite enseignant, professeur et pouvoir donc transmettre ce savoir-là aux jeunes. Alors lorsque nous sommes arrivés, comme je l'ai dit, eh bien c'est un monde bouillonnant, c'est un monde de jeunes, c'est un monde de jeunes qui veulent transformer le monde. Et il y a des faits majeurs qui nous ont marqués. Et dans un premier temps, c'est l'expulsion de France de deux étudiants voltaïques, Traoré Etienne, que beaucoup de gens connaissent, et Bachono Jules, étaient étudiants en France. Ils ont été expulsés parce que, semble-t-il, on trouvait qu'ils étaient très très dérangeants. Et nous, ce que nous avons compris, c'est qu'ils avaient revendiqué peut-être de manière très forte de meilleures conditions de vie dans le campus où ils se trouvaient. Et ils ont été expulsés de France pour cela, pour leur militantisme, peut-être leur engagement très fort dans les revendications. Cela nous a beaucoup choqués. Et nous avons, sur le campus, trouvé que l'organisation qui était déjà là, l'association des étudiants voltaïques à Ouagadougou, s'est organisée pour protester contre cette expulsion. Et nous avons, à la suite des appels de nos leaders du comité exécutif de l'AEVO et de certains autres militants, nous qui étions jeunes, qui n'avons jamais milité dans quoi que ce soit, on s'est lancé et on a suivi le mouvement. Et comme je l'ai dit, on était quand même révoltés et on s'est beaucoup posé des questions. Qu'est-ce que nous, en tant que petits cadres de ce pays, nous pouvions faire? Et il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Il y avait de langage nouveau dans ce qui se disait, dans les tracts qui étaient diffusés. Et c'est comme ça que moi, je commençais à m'y intéresser. Et je suis allé aux assemblées générales de l'AEVO. Et j'ai trouvé que les idées qui étaient défendues, en tout cas, me convenaient parce que j'avais le sentiment que c'était de très bonnes analyses et les chemins que nous indiquaient me paraissaient tout à fait convenables. Et donc, j'ai pris goût et je suis resté. Et par la suite, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'association des étudiants voltaïques à Ouagadougou. Donc, c'est par la suite que, donc, comme ça, que le militantisme a commencé et ça a continué. Voilà. Alors, le militantisme a commencé, ça continue, mais en même temps, il y a eu plusieurs luttes où vous étiez au front, lutte d'ailleurs pour les contradictions internes, mais aussi sur le plan terrain. Pendant cette période-là, qu'est-ce qui vous a véritablement marqué sur le campus? Sur le campus? Dans le cadre de la lutte que vous avez menée au niveau de l'AEVO, je rappelle que l'AEVO, c'est l'association des étudiants voltaïques. Voilà. Donc, c'est vrai que l'AEVO, qui est, comme je dis, une organisation de masse de défense des étudiants, c'était se donner comme mission, bien sûr, de défendre les étudiants, de trouver, d'amener les autorités à mieux comprendre les préoccupations des étudiants et à mettre en place de meilleures conditions de vie et d'études. Comme je l'ai dit, en 1975, quand nous arrivons, il y a eu la création de plusieurs instituts et écoles. Et donc, il y avait beaucoup de problèmes qui se posaient. Des problèmes qui se posaient en termes d'infrastructures. Il n'y avait pas suffisamment de salles de classe, en termes d'enseignants, en termes de programmes d'enseignement, etc., etc. Et ça, c'était de la responsabilité aussi du mouvement étudiant de l'AEVO de bien poser ses préoccupations pour amener les autorités à bien les voir. Et quelquefois, ces luttes ont été, bien sûr, bien comprises. Ces problèmes que nous avons posés ont été bien compris. On a trouvé des situations, mais dans d'autres cas, dans certains cas, nos revendications n'ont pas été très bien comprises. Et comme je l'ai dit, autour des années 1979, nous avons en particulier mené une lutte sur le campus pour de meilleures conditions d'études. Et dans ces luttes-là, qui s'est soldée par l'exclusion. C'est par cette lutte-là que vous avez été exclu. Voilà. À l'origine, cette lutte visait quoi? Cette lutte de 79 qui vous a coûté votre carrière d'étudiant. Oui. Au début, les objectifs de la lutte, c'était quoi? Oui. Alors, donc c'est une lutte qui est partie de l'École supérieure des sciences économiques. On appelait ça ESSEC, où les étudiants à l'époque estimaient que
les conditions d'études, les conditions d'examen étaient des conditions très très sélectives. J'estimais que elles ne pouvaient pas permettre, n'est-ce pas, de sortir des cadres pour notre pays à l'époque. C'est vrai que les analyses que nous faisions, nous avions le sentiment que l'impérialisme international, et particulièrement français, mettait tout en œuvre pour éviter, pour nous empêcher, nous, de former suffisamment de cadres. Donc c'était une analyse, parce que, je dois le dire, l'AEO se définissait comme une organisation anti-impérialiste, une organisation de masse anti-impérialiste, qui, dans son analyse, est arrivé à la conclusion que notre pays était encore sous domination néocoloniale et que toutes les conditions n'étaient pas mises en place pour la formation de suffisamment de cadres, des cadres compétents. Donc, l'AEVO, en ce moment, a décidé de mener une lutte pour faire changer ces conditions draconiennes d'examen. Mais cela, nous n'avons pas réussi à modifier ceci, et cela s'est traduit par la suite par des sanctions assez fortes contre beaucoup d'étudiants. Et en particulier, des étudiants qui ont été exclus pour une année, et d'autres ont été exclus définitivement, dont moi, avec d'autres camarades, qui ont été exclus. Mais il faut dire que j'étais en ce moment inscrit à l'Institut de maths physique en tant que futur enseignant. Et ayant été exclu donc du coup, on nous a décidé de nous affecter et de nous mettre à la disposition du ministère de la fonction publique pour être affecté comme professeur. Et j'ai été affecté au CIG de Dori. Donc vous dites que votre affectation a un lien avec la lutte que vous avez menée? Oui, puisque finalement, comme j'étais exclu de l'université et que j'avais un engagement pour enseigner, donc du coup, on m'a mis à la disposition du ministère de la fonction publique pour être affecté, et j'ai été affecté à Dori. Alors, mais concrètement, par rapport à l'expulsion de l'université, qu'est-ce que vous avez été formellement reproché? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont été notifiées? Non, nous, c'est simplement, c'était on peut dire, une exclusion politique, parce qu'on était, ce qu'on nous reprochait surtout d'avoir été des leaders très très remuants. Et d'avoir mené la lutte. Donc, on n'avait rien cassé, on n'avait rien détruit, on n'avait fait rien d'autre que lutter. On n'a pas... Alors, vous êtes affecté et vous êtes ici à Dori, mais vous n'avez pas empêché de continuer vos activités qualifiées de subversives à l'époque. Oui, peut-être, oui, mais vous savez, lorsque les analyses que je faisais de la situation politique du Burkina Faso ne changeaient pas. Et donc, c'était toujours la même, que je sois sur le campus ou que je sois à Dori comme enseignant. C'était toujours la même situation de difficulté pour les masses, pour les populations, de situation de pays néocolonial. Donc moi je continue naturellement à militer dans le syndicat des enseignants que j'ai trouvé à Dori. Et donc en ce moment, et par la suite, les autres syndicats qui étaient dans la ville de Dori, lors d'une assemblée générale, m'ont élu comme secrétaire général de l'union départementale de la Confédération syndicale voltaïque. Donc c'est comme ça que j'ai pris la tête de l'union syndicale de Dori. Je rappelle qu'à ce moment, il y avait beaucoup, bien sûr, comme plusieurs centrales syndicales, mais la Confédération syndicale voltaïque était à l'époque le syndicat que nous estimions très très en avance sur les autres du point de l'analyse politique. D'accord. Et là, vous vous retrouvez le 30 avril 1980, vous êtes accusé, vous avez été pris pour des faits de distribution de tracts, vous en parlez dans votre livre. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur les tracts? Le titre, c'est d'ailleurs à la page 117, les tracts du PCRV, mon arrestation à Dori. Oui, c'est vrai, comme je le dis, moi, je suis un militant, je militais donc dans le syndicat, mais lorsque je devais prendre la route pour Dori, j'ai été contacté par des camarades qui m'ont proposé donc de militer dans le Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Et donc moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, j'étais même très très honoré que les gens m'appellent pour militer dans ce parti, parce que c'est quand même... Ce n'est pas vous qui êtes allé vous-même? Ah non, un parti communiste, il n'y a pas un endroit où avec un panneau où on dit... Ou avec un bureau de... Non, où on est coopté. Je veux militer, on me donne une fiche à remplir. Non,
c'est un parti extrêmement structuré. Et vous savez, c'est un parti communiste révolutionnaire qui fait vœu donc de renverser le pouvoir établi. C'était pas une affaire d'enfant de cœur. Hein. Oui, en tout cas, c'est bien écrit que selon son manifeste, c'est un parti révolutionnaire marxiste-léniniste dont l'objectif fondamental est de renverser l'État néocolonial inféodé à l'impérialisme international, principalement français, et d'instaurer un nouvel État débarrassé des classes exploiteuses par la réalisation de la Révolution nationale démocratique et populaire, RNDP. Et donc, c'est par ça et c'est en distribuant des tracts du PCRV que vous avez été pris. Voilà, absolument. Alors, mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ils veulent savoir comment est-ce que l'arrestation a eu lieu. C'était à domicile, c'était sur le terrain, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, donc, il faut expliquer que nous étions à la veille du 1er mai 1980. La fête du travail. La fête du travail. Une fête très très importante pour le mouvement syndical et pour tous les révolutionnaires du monde. Et donc, moi, j'ai reçu les tracts de mon parti, le Parti communiste révolutionnaire, que je devrais évidemment ventiler pour porter la voix du parti au sein des populations, des militants, pour qu'on comprenne mieux et qu'on tienne compte des analyses que ce parti faisait de la situation dans laquelle on se trouvait. Donc, et de donner en dessous quelquefois des indications sur les voies achevées. Donc, j'ai reçu les tracts là assez tardivement. Eh bien, je me suis levé dans la nuit autour de 22h et j'ai commencé à faire le tour de la ville de manière un peu discrète pour déposer mes tracts par-ci, par-là. Et c'est dans cette distribution que quelqu'un qui m'a vu et qui a commencé à crier parce qu'il croyait qu'il avait affaire à un voleur qui était en train de... Comme c'était la nuit. Comme c'était la nuit. Et donc, moi, il a crié, les gens se sont attroupés. Mais j'avais eu le temps, je le dis, de me débarrasser. Des tracts. Et vous n'avez plus rien sur vous? Il n'avait plus rien sur moi, mais il avait le lot qu'il avait ramassé. Il me disait, non, c'est pas pour moi, pourquoi tu m'accuses de papiers qui ne m'appartiennent pas? Mais il a tenu, on a appelé la police. Alors je dis non, bon, écoutez-moi, la nuit, je me suis levé, je partais à côté là pour prendre un pot. J'ai donc tourné toutes sortes de raisons, mais ça n'a pas convaincu. Ça n'a pas convaincu. Il m'a amené au commissariat. Finalement, vous êtes retrouvé commissariat, Mako, jugement et tout. Une longue aventure. Une longue aventure. Oui. Alors maintenant, après, comment on appelle ça, vous avez été jugé et acquitté. Ah non, pas acquitté. Et condamné. Ah oui, condamné, oui. Condamné à la peine, donc qui ne privait pas de mes libertés, de mes droits civiques. Et j'ai été jugé ici, à Ouagadougou, par le tribunal de premier instance. J'ai fait donc la Mako, j'explique dans le livre. Et la Mako, c'est pas un lieu forcément de repos, parce que la chose, qui était des conditions relativement difficiles. J'explique que même la nourriture, là-bas, c'était pas du jeu pour trouver à manger, parce qu'ils préparaient du garba. Est-ce que vous avez déjà mangé du garba, monsieur? Mais il faut y aller un jour pour voir. Alors donc, mais bon, on est sorti, j'ai été jugé, condamné, et n'ayant pas perdu mes libertés, j'ai été donc repris dans la fonction publique et affecté au CIG de Dori. Vous avez été réaffecté au CIG de Dori, cette fois-ci en 1981. Mais l'accueil a été comment quand vous êtes reparti? Non, bon, peut-être peu de gens connaissaient mon histoire, puisque quand même l'information n'était pas aussi bien diffusée, donc je me suis intégré très très bien dans la communauté de Dori, et puis bon voilà, et puis j'ai continué. Ouais, mais dans ces entités-là, il y a le mot de recrutement. Quels sont les critères de recrutement? Moi, je ne sais pas très bien, mais je suppose que, puisqu'ils regardent, ils ont un profil type de militant, certainement. Et une fois dans la maison, vous contribuez aussi à recruter certains. Oui. Comment est-ce que vous avez contribué à leur recrutement? Vous regardez, c'est quel élément du profil qui les intéresse? Mais vous savez, moi, je me dis, la première des choses, c'est effectivement la foi. La foi, effectivement, la voie que l'on est en train de suivre. C'est une bonne voie. L'engagement, donc, par conséquent, qui suit cette conviction que l'analyse qui a été faite par l'organisation est une bonne analyse et que, en fait, les objectifs qu'on veut atteindre sont effectivement des objectifs qui vont être profitables à l'ensemble de la population. Et donc, il faut regarder l'engagement, à mon avis, très fort de la personne-là dans tous les compartiments de sa vie. Donc, non seulement qui, du point de vue des tâches,
n'est-ce pas, dans l'organisation il se trouve au départ. Parce qu'en fait, le vivier, à mon avis, c'est certainement le monde syndical, chose, l'état déjà, ainsi de suite, et aussi son style de vie. N'est-ce pas? Bon, je suppose qu'on a, en tout cas, on doit avoir un certain nombre de règles qui permettent de déterminer que la personne qu'on a en face de soi a effectivement une condition et aussi a les capacités de mener cette lutte-là, qui est une lutte qui peut être difficile, comme vous l'avez vu dans mon cas. Bon, moi, je crois que c'est ça, hein. C'est la détermination qu'on doit lire, qu'on doit constater sur la personne, à mon avis, qu'on veut recruter. Et cette bonne connaissance aussi du milieu, ses capacités d'analyse, ses capacités de dirigeant, ses capacités d'intégration dans la société. En fait, c'est un homme qui doit être multifonctionnel, qui est capable d'aller dans tous les milieux et qui est capable effectivement de poser correctement les problèmes et d'être aussi quelqu'un à qui la population, les gens ont confiance. Monde politique reçoit pour vous aujourd'hui Aruna Togoyini. Je dis c'est un ancien leader syndical, homme politique, ancien homme politique également parce qu'il a tourné le dos à la politique. Aujourd'hui, il est dans le domaine de l'enseignement, donc il a plusieurs établissements d'enseignement à son actif. Donc il est vice-président du patronat burkinabé en charge du dialogue social. Écrivain, donc son livre Enquête de progrès social, combat d'un militant retrace sa vie de militant. Nous allons parler de votre militantisme politique. Après le militantisme syndical, vous êtes dans le militantisme politique, mais entre les deux, apparemment, il n'y a qu'un pas à franchir parce que du syndicat, vous êtes allé, et votre parcours politique d'ailleurs, il commence au PCRV. Alors, vous êtes l'un des rares qui affirme et qui assume ce passé compte tenu de la discrétion, pour ne pas dire la clandestinité qui entoure ce mouvement. Mais votre militantisme politique a commencé dans la clandestinité au niveau du PCRV. Vous dites que vous avez été coopté. Mais quelle expérience ou quelle leçon gardez-vous d'avoir fait partie de ce parti politique clandestin qui existe jusqu'à nos jours? Oui, bon, ça fait très longtemps. Hein. J'ai quitté le parti. J'ai pris des distances avec le parti communiste il y a très très longtemps. Mais en tout cas, au niveau de la... Moi j'y allais, où j'y étais, en tout cas j'avais la conviction très forte qu'effectivement la ligne qui était suivie par ce parti était la seule voie juste. Mais par la suite, évidemment, mes convictions ont évolué et donc j'ai pris mes distances avec ce parti. Mais je pense que comme tout parti ou toute activité qu'on mène, on tire toujours des leçons. Et ça vous forme. Ça vous forme. Ou en tout cas, il faut que, à mon avis, partout où on passe, quelle que soit l'organisation, c'est à l'individu de tirer les bonnes leçons. Il y a des leçons du point de vue organisationnel, du point de vue de l'analyse politique, du point de vue de la démarche politique, du point de vue des relations sociales, des relations. Il y a plein, n'est-ce pas, de choses qu'on peut tirer dans le militantisme, quel que soit ce militant, et en particulier dans un parti communiste. Moi, je pense que, à mon avis, sur ces plans, ça a été formateur pour moi. Même si sur le plan idéologique, par la suite, comme je l'ai dit, j'ai évolué. Vous avez dit à la page 117, je n'ai pas demandé à être membre de ce parti, dont d'ailleurs je ne connaissais pas les membres dirigeants. Et en général, pour ce type de parti, on y entrait pas sur demande, mais par cooptation. Oui. Autrement dit, vous avez été coopté, à un moment donné, vous n'avez pas partagé un certain nombre de choses. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait ce que nous pouvons savoir, qu'est-ce qui fait la faiblesse? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme faiblesse de ce parti qui vise aussi la conquête et la gestion du pouvoir, parce que le renversement de l'ordre établi pour pouvoir venir, c'est pour effectivement conquérir et gérer le pouvoir d'État, mais à leur façon. La faiblesse du parti, je ne pourrais peut-être pas vous dire exactement quelles sont les faiblesses de ce parti, puisque, comme je l'ai dit, j'ai quitté ce parti il y a plus de 40 ans. Donc, mais, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ça ne correspond plus à mon conviction. Je ne crois pas encore que, parce que vous savez, la théorie communiste, c'est quoi? C'est la lutte des classes. La lutte des classes qui consiste
d'abord qui analyse la société en plusieurs classes et des classes antagoniques. Et lorsque vous regardez les révolutions, par exemple la révolution bolchevique qui a eu lieu en Union soviétique, elle s'est traduite dans une violence extrême, avec des dizaines, des centaines, des milliers de morts. Et je ne pense pas qu'il faille forcément arriver à cette étape-là pour conquérir le pouvoir d'État et transformer la société. Ce n'est plus ma conviction. Je ne crois plus, comme je l'ai dit, à la lutte des classes. Je ne crois plus à la dictature du prolétariat. Je ne crois pas qu'il va falloir qu'un groupe, quelles que soient les capacités de ce groupe, puisse s'asseoir et exercer le pouvoir avec violence sur les autres groupes. Donc voilà un certain nombre de choses auxquelles moi je ne crois plus. Et c'est pourquoi donc je suis de l'autre côté. Mais ce qui en ce qui concerne le progrès social, c'est-à-dire le fait que les populations doivent bénéficier des croissances, des richesses de ce pays, que ces richesses-là soient mieux distribuées, soient distribuées de manière plus équitable. Moi, je milite pour ça. Et je pense que dans le combat politique qui est la confrontation des idées et, disons, la capacité à allier à soi une grande partie de la population, c'est une très bonne démarche qui peut faire changer les choses. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Hein. Maintenant... Parce que vous ne croyez pas à ça, mais pourtant le communisme a eu ses heures de gloire. Ah oui, certainement, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous puissiez me dire un seul pays au monde qui de manière très, très visible, directe, exerce le pouvoir tel que on le dit du point de vue de la théorie communiste. L'un des poches de résistance, c'est Cuba, pour ne pas dire aussi la Chine, avec un parti communiste à sa tête, mais qui a intégré des éléments bien sûr, vous le dites vous-même. De démocratie. Mais n'en demeure pas moins qu'au début, quand même, ils sont passés par ça pour arriver et quitte à transformer après. C'est possible. Mais de toute façon, vous savez, on peut donner cet exemple, mais aussi on peut trouver d'autres exemples où ça n'a pas très bien marché. Les pays d'Europe de l'Est, les pays de l'Union soviétique, ainsi de suite. Il faut quand même tirer les leçons de ce qui s'est passé. Est-ce que ce qui s'est passé montre qu'effectivement, ce n'est pas une voie forcément qui va être perpétuelle. Voilà, c'est ce que je dis. Donc en ce moment, on peut peut-être faire plus court au lieu de passer par ce même chemin et vivre les mêmes expériences. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée de vouloir vivre les mêmes expériences que ce pays qui ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. Si vous lisez, si vous faites les témoignages de ce qui s'est passé, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas été facile là-bas. Mais le même débat, il a continué sous la Révolution. Pour certains, ce n'était pas une révolution parce qu'une révolution devait être portée par les masses et non par des militaires. Alors, quelle est votre appréciation de ce débat qui a fait rage en son temps et qui a fait également que le PCRV ait refusé de faire partie du CNR compte tenu de ces divergences et même de la dénomination parce qu'il voulait, comme vous l'avez dit, la définition donnée dans le livre Révolution nationale démocratique et populaire, voilà, ouais. Alors que c'est la Révolution démocratique et populaire finalement qui a été retenue par l'autre, elle incarnée par Feu Valère Sommet et compagnie. Oui, vous savez, il y a plusieurs révolutions, hein. Comme je dis, il y a plusieurs types de révolutions. Il y a la révolution bolchevique, pure et dure, qu'on a connue en Union soviétique. Ce n'est pas la révolution telle qu'elle s'est passée en Union soviétique. Ce n'est pas le même type de révolution qui s'est passée en Chine. Et d'ailleurs, les orthodoxes vous diront que la révolution qui s'est passée ici n'est pas une révolution pure communiste, ce n'est pas une révolution bolchevique. Alors, la révolution qui s'est passée à Cuba n'est pas la même chose, à mon avis, que la révolution qui s'est passée de ce. Donc, il y a plusieurs formes de révolution. Et je pense qu'il est établi aujourd'hui que la révolution menée par Thomas Sankara et ses compagnons, c'est aussi une révolution. Mais ce n'est certainement pas une révolution bolchevique. Ce n'est pas une révolution, mais elle a une révolution, a aussi ses forces, a ses faiblesses et a des acquis. Et je pense qu'au niveau du Burkina Faso, il est établi que le passage donc, par cette révolution du Burkina Faso a permis à notre pays d'acquérir un certain nombre de choses de progrès. Et je crois que c'est indéniable, personne ne peut le dire. Mais c'est sûr que ça ne correspond pas à la vision de tout le monde
en ce qui concerne la démarche pour arriver à la révolution. Ça ne correspond pas à ce que certains croient de la révolution. C'est le droit de chacun de croire à ce qu'il veut. Et pendant la parenthèse de la révolution, M. Togoyini était où? Non, moi, vous savez, j'ai été affecté, comme je l'ai dit, à Diapara. À Diapara, après Dori, vous avez été affecté à Diapara, donc d'un bout à l'autre. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit que on a été exclus sans avoir fini nos études à l'université de Ouaga. Donc moi, à partir de 1983, j'ai demandé une disponibilité. Et j'avais voulu continuer mes études. Et donc j'ai pris une disponibilité, j'ai pris le train, je suis allé à Abidjan pour me réinscrire pour continuer mes études. Donc quand la révolution se faisait, moi je n'étais pas au Burkina encore, j'étais en Côte d'Ivoire en train de suivre des études, ce qui m'a permis de parachever un peu les études que j'avais commencées à l'université de Ouaga et que je n'avais pas pu achever. Alors, mais après le PCRV, vous avez embrassé la politique dans un autre parti politique, c'est l'UDS de Alain Yoda, l'Union des démocrates sociaux. L'Union des sociodémocrates. Des sociodémocrates, pardon. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce parti politique alors que tout semblait être fini après la parenthèse PCRV pour la politique? Non, moi je vous ai dit, je suis un militant. Je suis un militant, je reste un militant, même que ce soit un militant sénégal, un militant politique. Il y a la fibre politique qui était toujours là. Qui était toujours là, qui n'était pas éteinte. Qui n'était pas éteinte, qui me disait, bon, on ne peut pas laisser comme ça en marge de la société. Je pense que toute personne qui se sent capable va chercher effectivement à appuyer de tout son poids aussi pour évoluer la société dans le sens qui lui estime être le meilleur. Et c'est pourquoi donc en ce moment, moi, je me suis assis à partir d'un certain moment, autour des années 89, pour regarder en me disant, bien, il faut que je reparte. C'est comme ça que j'ai regardé et ce qui me paraissait convenable en ce moment-là, c'était une orientation social-démocrate. C'est-à-dire, parce que la social-démocratie me paraissait une voie politique qui permettait de faire un progrès social sans peut-être tous les atouts qu'on aurait pu trouver dans une révolution, par exemple, bolchevique. Parce que ça signifie que un parti politique qui veut d'aller vers une meilleure répartition de la richesse dans un pays, tout en permettant à la propriété privée d'exister, en permettant aux initiatives privées de s'exprimer. Et je pense que c'était une voie qui était très très bonne. Et c'est pourquoi j'ai cherché autour de moi des partis qui avaient cette orientation social-démocrate. Et dans cette flopée de partis politiques, parce que vous savez, à partir de 87-88, il y a une sorte de printemps des partis politiques au Burkina Faso. C'est un peu autour de la boule ou un peu avant la boule. Voilà. C'était comme un effet de mode, quoi. Voilà. Un effet de mode, pardon. En tout cas, non. Et puis, il y avait un vent de liberté qui s'ouvrait en Afrique. Et chacun disait, ben, c'est le moment d'exprimer mes convictions. C'est le moment de faire appliquer ce que je crois de bon pour notre pays. C'est comme ça que moi, je suis avec d'autres camarades. Nous sommes retrouvés et nous avons créé l'Union des sociodémocrates, et qui disait un parti social-démocrate et social-démocrate. Et donc, nous sommes lancés dedans. Non, mais c'est une aventure qui a tourné un peu court, parce que vous savez, en même temps que on était dans les convictions politiques, en cherchant la meilleure voie possible, et il n'en demeure pas moins que tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Certains, peut-être, voyaient la politique un tremplin pour réaliser leurs ambitions. Et d'autres voyaient une conviction. D'autres convictions. Et moi, j'ai appris que finalement, je n'étais pas entouré par les gens qui partageaient forcément toutes les mêmes convictions, même si on se trouvait en même temps dans le même parti politique. Donc, pour finir, je suis parti. J'ai dit non, ça suffit. Vous n'avez pas fait long feu parce que c'est une expérience qui a duré de 90 à 91. Oui, 2 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti? Comme j'ai dit, je ne me retrouvais plus. J'avais le sentiment que tous ceux qui étaient avec moi ne partageaient pas les convictions que moi j'avais. Quelles sont vos convictions? Moi, comme je dis, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était la conviction qu'il faut construire un pays. Il faut construire une société où
finalement une société beaucoup plus équitable, avec un partage de richesses, avec où finalement il y avait très peu de laissés pour compte dans la société, une société où finalement qui fait vœu de progrès social. C'était ça mes convictions. Et je ne voulais pas pour rien au monde, disons, me débarrasser de mes convictions pour autre chose. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je ne me sentais pas très bien. Et j'ai préféré partir. Alors, je rappelle que le parti dans lequel vous avez milité légalement, donc qui n'était pas clandestin, c'est un parti qui avait pour président Alain Yoda. Vous étiez le secrétaire général. Aujourd'hui, quelles sont les relations que vous avez avec Alain Yoda et puis les autres avec qui vous avez créé l'UDS? Voilà, bon, ça fait depuis 1989, hein, ça fait longtemps. Chacun a pris son chemin. Chacun a pris son chemin. Donc, dans le moment que sur le plan humain, on a toujours des rapports. Mais c'est non plus des rapports politiques. On n'a plus de rapports politiques. Mais lorsque c'est possible, lorsque pour des événements, pour certaines situations, on peut se retrouver avec ses camarades parce qu'on a un moment donné ou un autre, on a vécu ensemble. On a eu à marquer, il y a des faits qui nous ont marqués, et il y a des actions qui nous ont amenés ensemble, mais ça reste. L'humain reste toujours. Voilà. Puis il y a l'expérience de la table ronde où Blaise Compaoré a pris tout le monde de coups, avec la salle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout ça, tous ces épisodes de la politique, hein, c'est la politique. Et lors de, je l'explique très bien dans le livre. Oui, tout à fait. Dans le livre, c'est très long à résumer. Lorsque au moment de printemps des partis politiques, lorsque on repartait vers la démocratie après le sommet de la Baule, vous savez, tous les pays africains où il y avait des partis uniques avec des dirigeants incontournables qui étaient là, je pense qu'il leur avait été fait injonction de modifier ce tas de fait. Maintenant, à la Baule, ils avaient donné pratiquement des ultimatums pour changer la situation politique de leur pays. Et nous, au Burkina, on avait déjà dépassé ça, puisqu'on était déjà... Et on venait de passer à nos référendums pour mettre en place notre nouvelle constitution, ainsi de suite. Donc les partis politiques qui étaient là estimaient que ce n'était pas tout à fait arrivé et qu'il fallait encore quand même une conférence souveraine pour débattre de manière beaucoup plus sereine. Puisque l'autre, c'est-à-dire l'avancée qu'on avait faite, était faite sous la houlette de Blaise Compaoré et de son équipe. Bon. Et en ce moment, Blaise a accepté de convoquer une table ronde des partis politiques, mais qui a tourné court. Puisque ceux qui venaient à cette table ronde des partis politiques n'avaient pas tous les mêmes objectifs. Mais ceux qui pensaient qu'ils pouvaient transformer cette table ronde en table ronde souveraine, et ceux qui pensaient que c'était simplement un faire-valoir qui permet disons, d'établir ou de valider la situation existe. Mais bon, pas finir, cette table n'a pas donné grand-chose. Elle n'a pas donné grand-chose. Et puis la suite, on la connaît. Voilà. Vous êtes allé dans le... Alors, mais nous allons parler de militantisme. Nous allons parler des questions diverses parce que nous allons vers la fin de cette émission. Maintenant, le militantisme politique et le militantisme syndical au Burkina Faso, on a l'impression qu'il y en a qui conjuguent les deux et qui les conjuguent bien. Il la conjugue bien. Oui, ça dit qu'il est en même temps le militant politique, mais il est en même temps le militant syndical. Et il jongle avec les deux casquettes. Non, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière en tant que tel. Il n'y a pas de frontière comme ça, du plan politique. C'est-à-dire, la politique, ça concerne la gestion de la société. Hein. Ça concerne aussi la vision qu'on a de la société. Ça consiste à voir sur les actions qu'on va mener pour pouvoir faire avancer la société. Donc la politique embrasse plusieurs domaines. Maintenant, dans ce domaine-là, il y a ceux qui ont fait vœu de conquête du pouvoir d'État. Donc, mais les autres aussi mènent une politique avec des politiques sociales, des politiques économiques, tout sortes de politiques. Donc la politique sociale, c'est un des volets, c'est la politique syndicale qui consiste à lutter aussi pour gagner de meilleures conditions de vie et à poser de manière beaucoup plus précise ces préoccupations pour attirer l'attention des gouvernants sur la situation que vivent les travailleurs ou
des cas de la société. Bon, donc, du coup, à partir du moment où on pose ce type de problème, c'est les politiques qui sont chargés de les résoudre. Donc, on peut dire que c'est les choses qui vont ensemble. En tout cas, au Burkina Faso, à travers le monde, vous vous rendez compte qu'il y a quelquefois des passages du monde syndical au monde politique. Voilà. Et donc, après avoir défendu, n'est-ce pas, un groupe social bien déterminé, on estime qu'on peut passer à la prise en compte d'un groupe social beaucoup plus élargi, qui est élargi à l'ensemble du pays. Donc, c'est un peu, à peu près, si vous voulez, on peut tout rassembler en se disant que la politique, ça concerne la vie de la société. Les actions qu'on mène pour transformer la société. Alors, l'autre aspect, c'est les syndicats manipulés par des hommes politiques ou vice-versa. Oui. Alors, vous avez pu constater ça au Burkina Faso avec l'expérience que vous avez. Non, c'est vrai, je l'ai dit. Vous savez, lorsque vous regardez, on a traversé des périodes d'exception. Lors des périodes d'exception, il n'y avait pas de vie politique. Il n'y avait que les seuls qui étaient autorisés à exister étaient les syndicats. Les syndicats ont pris pratiquement le relais. Et lorsque la nation était menacée par des actions politiques, les syndicats, au-delà de leurs revendications corporatistes, ont pris en main les revendications politiques. Ça a été l'histoire comme ça. Voilà, et ça continue maintenant. Ça continue comme ça. Et on l'a vu tout récemment, lorsque le 15 septembre, les Bassorma sont sortis pour lancer un mode de grève pour bloquer la prise du pouvoir par le général Djendjere. C'est une action politique majeure et ce n'est pas seulement corporatiste. Donc le pas n'est pas, disons, comment on appelle ça, la frontière n'est pas aussi étanche que cela. Oui, mais il est arrivé à plusieurs reprises où des leaders politiques, par exemple, je prends les propos de l'ancien Premier ministre Paul Kabatiba, oui, qui taxe. Donc, pour lui, la CGTB est manipulée par le PCRV, ils font de la politique autrement. D'autres leaders également l'ont dit. Est-ce que ce constat-là se fait véritablement que ces syndicats, il y a des centrales syndicales ou bien des entités syndicales qui sont pilotées par des partis politiques, soit de l'opposition ou de la majorité, ou même des partis clandestins? Bon, c'est des analyses qu'on peut faire. Parce que, bon, comme de toute façon, officiellement, personne ne connaît qui est militant du PCRV et qui n'est pas militant du PCRV. C'est très difficile de dire que c'est la personne seule qui peut savoir. Moi, je ne peux pas dire, effectivement, que le PCRV manipule tel syndicat. Je ne peux pas le dire à partir du moment où je ne sais pas quels sont ceux qui militent dans le PCRV. Bon, maintenant, si les analyses que l'on fait, que le PCRV fait, et qui coïncident un peu avec ce que les actions menées par le CGTB, bon, c'est possible, mais c'est toujours difficile. Mais ce qu'on sait, et ce que je dis, c'est que lorsque il n'y avait pas de liberté politique dans le pays, lorsque les partis politiques étaient muselés, bien sûr, ils se sont repliés sur le seul moyen d'expression qu'ils avaient, c'était les organisations syndicales. On a vu ça pendant très longtemps. Il y a des luttes comme ça qui se mènent, le contrôle, et qui leur permet de s'exprimer. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est tout à fait normal. Alors, dans la présentation... Mais actuellement, aujourd'hui, tous les partis politiques peuvent s'exprimer comme ils veulent. Ils n'ont pas, enfin, peut-être comme le dit le PCRV qui est toujours clandestin, mais les autres n'ont pas forcément besoin d'être dans les syndicats pour exprimer leur position. Mais si on n'avait pas de liberté possible et qu'il n'y avait que la liberté des syndicats, c'est sûr que il y aurait des migrations possibles. Alors, dans la présentation, j'ai dit que vous êtes vice-président du patronat burkinabé en charge du dialogue social. Dans ce sens-là, il nous est revenu qu'il y a des négociations sur le code du travail qui a été adopté et qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on peut avoir une idée de à quelle étape se trouve la relecture ou du moins les discussions dans le cadre de la relecture du code du travail? Oui. Bon, notre bureau au niveau du Conseil national du patronat, lorsque nous avons été installés, a constaté que le code du travail, la relecture du code du travail marquait le pas et a décidé de contacter nos partenaires que sont les syndicats
pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver et comment lever les points de blocage. Bon, en 2017, il y a eu un atelier en octobre 2017 où le gouvernement a présenté un nouveau code du travail, un projet de code du travail qui a été discuté par les parties prenantes. Il n'y a pas seulement que les syndicats, il n'y a pas seulement que le Conseil national du patronat, il y avait d'autres acteurs qui étaient dans ça. Et par finir, on s'est retrouvé avec près d'une quarantaine de points de divergence d'articles où on n'avait pas d'accord. Bien sûr, dans le cas, le code du travail, c'est une loi. C'est une loi et c'est le gouvernement qui propose cette loi. Donc c'est une loi qui indique la politique du gouvernement en matière de travail, de l'organisation du travail, de l'organisation des lois sociales. Mais les acteurs majeurs étant les syndicats des travailleurs et le patronat, ils sont consultés, ils ont aussi leur mot à dire. Et je pense que s'ils sont d'accord sur un certain nombre de points à l'intérieur du code du travail, ils peuvent finalement demander au gouvernement. Mais est-ce que ça marche bien, tout se poursuit bien au niveau de la discussion? Et on n'est pas rentré au fond encore des discussions. Dans les préalables d'abord. Dans les préalables, parce que quand même, c'est la première fois que nous allons nous asseoir, syndicats de travailleurs et patronat, pour discuter de manière profonde sur ces questions de code du travail et autres lois sociales. Mais oui, déjà, il y a des discussions qui se fassent dans les secteurs d'activité qu'on appelle des conventions collectives. Donc, les conventions collectives sont discutées et adoptées par les patronats et les travailleurs de ce secteur d'activité dans un document qu'on appelle une convention collective du secteur. On a beaucoup de conventions collectives. Mais au niveau du code du travail qui coiffe toutes ces dispositions du travail, des discussions de manière directe comme ça entre le patronat et le syndicat n'avaient jamais eu lieu. Et c'est maintenant qu'on essaie. Donc c'est un exercice où finalement il y a lieu de bien déblayer, de connaître à peu près quels sont comment on va s'y prendre, quels sont les points qui peuvent discuter, comment on va organiser tout ceci, où est-ce qu'on va aboutir. Donc c'est ça. Et ça prend du temps. Ce n'est pas facile. Au Burkina, ce qui est compliqué, c'est les préalables avant les discussions qui parfois créent les blocages. Vous avez espoir que vous allez pouvoir surmonter ces préalables? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais on a tous, en tout cas en ce qui nous concerne, au niveau du patronat, je pense que c'est la même chose au niveau des syndicats, c'est qu'il faut qu'on trouve un accord. Il faut qu'on discute. Parce qu'on ne peut pas continuer tout le temps à mettre en place soit des rapports de force, soit en laissant le gouvernement seul décider. Parce que si nous n'arrivons pas à trouver un accord, le gouvernement décide. À partir du moment où on est capable de s'asseoir et de discuter. Et je pense qu'il faut que nous arrivions cette fois-ci. Bon, vous n'êtes pas encore arrivé au fond. Si vous étiez arrivé au fond, là, on allait savoir quels sont les points d'achoppement qui bloquent, mais vous êtes actuellement dans les préalables. Dans les préalables. Alors, au niveau des préalables, c'est vous qui bloquez la machine ou c'est les syndicats qui estiment que... Les préalables, là, non, il n'y a pas de... Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a un blocage. Il y a des points d'achoppement. Lesquels? Il y a des points d'achoppement. Actuellement, un des points d'achoppement, c'est la composition des délégations. Voilà, donc ce point d'achoppement est sur la table. Mais en tout cas, personnellement, j'ai dit que cela ne peut pas constituer un point de blocage. On peut y arriver. Donc, on va se retrouver. En tout cas, je crois que, tout comme le patronat, nos partenaires qui sont les centrales syndicales, eh bien, voient tout l'intérêt et que nous avions à discuter, à trouver. Alors, je ne veux pas être très détaillé, parce que quand même, c'est des négociations. Il ne faut pas poser le problème comme ça sur la table, dans le public, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à aménager, à régler. Voilà. Alors, vous êtes également promoteur d'établissements d'enseignement qui comprend pratiquement de la maternelle jusqu'au niveau supérieur. Oui, c'est vrai. Dans vos rangs aussi, il y a des brebis galeuses. On se rappelle aussi que vous avez dirigé l'UNPL. Oui, voilà, vous avez été président de l'UNPL. Vous avez passé le flambeau à d'autres personnes. Oui. Mais au niveau de l'enseignement supérieur,
privée de façon générale, il y a beaucoup de problèmes liés au non-respect des cahiers de charges et tout. Dans vos rangs, il y a des brebis galeuses, il y a des critères de notation que le gouvernement met parfois pour la crédibilité qui sont souvent contestés. Autrement dit, il y a beaucoup de problèmes. Non, là aussi, il y a des discussions par rapport au cahier de charges. Vous êtes à quel niveau avec le ministère qui s'occupe de ces questions-là? Voilà. Bon, en ce qui concerne les brebis galeuses, c'est sûr, dans toute société, il y a des personnes qui se retrouvent dedans et qui n'appliquent pas ou ne se conforment pas aux règles générales. Mais, grosso modo, on peut dire que la majorité sont. Maintenant, ce que je dois dire, en ce qui concerne ce que vous appelez tout à l'heure les cahiers de charges, il y a des cahiers de charges qui sont déjà là. Il y a des cahiers de charges qui ont été adoptés il y a déjà quelques années. Et c'est sur la base de ces cahiers de charges que nous travaillons. Et chaque année, comme vous l'avez dit, le gouvernement vient pour vérifier, va de manière directe dans les établissements, pour vérifier vérifier l'application ou le respect de ces cahiers de charges. Et c'est là. Alors, il y a actuellement en cours un cahier de charges en relecture, mais il n'a pas encore été adopté. Je pense que notre organisation, l'UNEPED, avec le ministère, forcément vont discuter pour regarder. Je n'ai pas pour le moment des points précis d'achoppement que je peux mettre sur la table aujourd'hui. D'accord. Mais je crois que, on trouvera toujours des solutions. Parce que de toute façon, le gouvernement est souverain, mais tient compte des préoccupations des fondateurs. Mais pas au détriment des étudiants. Okay. Tout récemment, il y a eu la décision du Conseil des ministres en ce qui concerne les débits de boissons à proximité des établissements d'enseignement. Est-ce qu'il y a eu des cas où des patrons d'établissements ont des problèmes pour faire déguerpir effectivement ces débits de boissons qui causent des difficultés? Parce que pour certains, c'est en complicité parfois même avec le promoteur. Pour d'autres, le promoteur se cherche lui-même face à ces messieurs-là qui ne facilitent pas la tâche au niveau des élèves et même du corps enseignant. Vous savez, les autorisations pour s'installer, c'est les mairies qui les délivrent. Ce n'est pas les promoteurs. Mais maintenant, la loi vous permet vous-même d'engager les autorités judiciaires au cas où la mairie traînerait les pieds pour faire déguerpir ou faire cesser ses activités. Oui, c'est certainement possible. Bon, mais vous savez, toutes les questions judiciaires ne se règlent pas aussi facilement. Mais je pense que moi, j'ai des expériences en ce qui me concerne, où finalement, lorsque j'ai vu à côté de moi des gens qui venaient s'installer, j'ai attiré l'attention des autorités qui à côté, la police municipale, ils sont venus gentiment dire aux personnes là, ne vous installez pas. Je l'ai vu et je l'ai appliqué particulièrement dans mes établissements. Je suppose que les autres fondateurs aussi doivent être en mesure de le faire. Alors, je n'ai pas un cas précis où, finalement, ils ont essayé et n'ont pas réussi. Mais je dis que ce qui peut être compliqué, c'est lorsque l'établissement vient s'installer après que ce débit de poisson existe depuis des années. Avant. Comment faire pour le faire partir? Alors que c'est l'établissement qui est venu se mettre à côté de lui. Parce que lui, si c'est lui qui venait par la suite se mettre à côté de l'établissement, c'est encore plus facile. Avant qu'il ne s'installe, on peut faire mention, mais donc c'est l'établissement qui... Mais je crois que, en tout cas, cette loi est la bienvenue, que ça peut assainir encore davantage. Vous savez, le milieu élève, là, aujourd'hui, c'est un milieu très compliqué, avec beaucoup de dérives, avec beaucoup de drogues, quelquefois, qui circulent, des drogues dures. Et il y a lieu que les fondateurs soient toujours vigilants et restent en contact permanent avec les autorités municipales pour mettre fin à ça. En tout cas, moi, je le fais et ça va toujours réussir. Merci à M. Haruna Togeyini, c'est notre invité de Monde Politique de ce week-end. Je dis qu'il a écrit son livre Enquête de progrès social, combat d'un militant. En tout cas, sans faire de la publicité, nous vous invitons à le lire parce que c'est en même temps un livre qui parle d'un pan de l'histoire de la lutte des groupes de gauche, comme on les appelle dans le jargon politique au niveau de Burkina Faso, et leur contribution dans la politique actuelle. Nous vous disons merci d'être venu, c'est la fin de cette émission.
Et à vous qui nous avez suivis, nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien les choses chez vous. D'accord. Merci bien, M. Bouma. Merci. Et à nous revoir.